ça m'a permis de prendre conscience de façon assez brutale quand même, mais assez efficace, de ce que ça voulait dire qu'être une femme au travail. Et surtout du fait que c'était pas neutre d'être une femme au travail. Et ça, en fait, quelque part, c'est quelque chose qui m'avait complètement échappé jusque-là. Tu vois, j'avais 24, 25 ans quand j'ai commencé à bosser là-dedans. Les femmes et l'argent. Si on parle d'argent, c'est qu'il y a un problème. Parler d'abondance, c'est pas toujours très bien vu. Les gens bien élevés ne parlaient pas d'argent. Mom, I am a rich man. Bonjour, bienvenue sur Money Mindset, le podcast qui parle d'argent simplement et sans tabou. Seul ou à plusieurs, on aborde des thématiques telles que l'immobilier, la bourse, l'entrepreneuriat sous toutes ses formes. Intimement convaincus que la richesse découle de la connaissance, alors partageons ce que nous savons afin que l'on devienne tout ensemble des femmes riches. Bonjour Clara, je suis contente de te recevoir sur le podcast. Juste avant de démarrer l'enregistrement, j'étais contente de pouvoir te dire en fait l'impact que tu as eu sur moi. Moi, j'ai connu ton travail et ton existence quand j'avais 29 ans. Ma communauté est au courant de mon parcours. De temps en temps, j'ai des épisodes où je me perds dans mes dramas, dans mon passé. Je suis tombée sur ton podcast qui s'appelle Les règles du jeu et en fait, j'ai passé des jours à écouter Clara Mollet qui expliquait que quand on est une femme, on doit avoir conscience de son travail, on doit se valoriser, on doit se battre pour ses droits. Les règles du jeu m'ont vraiment, vraiment, vraiment marqué. Donc, c'est vraiment pour moi un honneur de te recevoir et de te dire à quel point tu as impacté ma vie, à un tel point que je me souviens quand j'ai d'abord créé avec mon ex-cofondatrice le premier business que l'on avait, l'un des premiers, parce qu'on avait une newsletter, donc chacune écrivait la partie de la newsletter, et il y avait un petit paragraphe pour lequel j'avais beaucoup insisté, qui était en fait un paragraphe où on donne nos recommandations culturelles. Tu vois, parce que moi, je savais que c'était les podcasts que j'avais écoutés qui avaient fait la femme que j'étais devenue. C'était les bouquins que j'avais lus qui avaient créé la femme que j'étais devenue. Donc, l'une des premières recommandations, c'était Clara, c'était vraiment ton podcast. Donc, du coup, de me dire que quasiment 1 an et demi après, tu es en face de moi et tu viens partager pour de vrai ton expérience, c'est un cadeau que tu me fais à moi et à ma communauté. Eh ben, écoute, ça me touche énormément ce que tu dis. Merci beaucoup. Franchement, je crois que c'est aussi pour ça, en fait, que je l'ai écrit au début, tu vois, ce podcast, pour essayer d'impacter positivement la vie des gens. Mais c'est vrai que quand on l'entend en vrai, ouais, ça me touche énormément. Donc, merci. Merci beaucoup. Écoute, tu vois, moi, je viens te dire merci. Toi-même, tu me dis merci. Écoute, moi, je te propose qu'on démarre. Sinon, nos auditrices, elles vont pleurer. Elles sont sensibles dans ma communauté. Écoute, merci en tout cas d'avoir accepté. Tu es la fondatrice donc, du podcast Les règles du jeu et du Ouais. livre qui porte le même nom. Est-ce que Oui. tu peux nous en dire plus sur cette entreprise, le projet et la mission? Ouais. En fait, moi, j'ai commencé ma vie professionnelle dans un monde très spécial et exclusivement masculin, puisqu'en fait, je faisais du trading de matières premières à l'étranger, en Amérique du Sud, et je me suis retrouvée, alors c'est vraiment un job que j'ai désiré, tu vois, je me suis pas du tout retrouvée là par hasard, mais il n'empêche que le fait de me retrouver la seule femme au milieu d'un monde vraiment 100% masculin, ça m'a vraiment... ça m'a permis de prendre conscience de façon assez brutale quand même, mais assez efficace, de ce que ça voulait dire qu'être une femme au travail. Et surtout du fait que c'était pas neutre d'être une femme au travail. Et ça, en fait, quelque part, c'est quelque chose qui m'avait complètement échappé jusque-là. Tu vois, j'avais 24, 25 ans quand j'ai commencé à bosser là-dedans. Donc, j'étais pas un bébé non plus. Et quelque part, moi, j'avais eu la chance jusque-là d'avoir un parcours où j'avais eu l'impression, maintenant que je regarde les choses rétrospectivement, je n'analyse pas les choses de la même manière du tout, mais à l'époque, j'avais le sentiment d'avoir eu un parcours où le fait d'être une petite fille, et puis une jeune fille, et puis une adolescente, et puis une jeune adulte, etc., une femme, n'avait jamais impacté mon parcours de quelque manière que ce soit. C'est-à-dire n'avait jamais été
un élément déterminant de mes choix, de la manière dont je me comportais, de la manière dont je sais pas, je m'habillais ou de la manière dont les gens me percevaient. J'avais jamais eu le sentiment, tu vois, de me mettre des barrières sur quoi que ce soit. Enfin, je m'étais toujours dit que avec du travail et un peu de bagou, en gros, si je résume, tu pouvais t'en sortir. Et en fait, j'ai réalisé au moment de vraiment mettre les deux pieds dans le monde du travail, j'avais déjà fait des stages, etc., mais c'était pas pareil, qu'en fait, je m'étais complètement trompée. Et qu'en fait, le fait d'être une femme, c'était une vraie variable de l'équation. Ça changeait quand même déjà la manière dont on te perçoit, que tu le veuilles ou non, de manière souvent très inconsciente, parce que ça, c'est quelque chose sur lequel j'insiste beaucoup, c'est aussi de dire, mais en fait, il n'y avait pas de la part de mon environnement professionnel de volonté de me nuire. C'était ça d'ailleurs qui rendait les choses difficiles. Et ça fait maintenant plusieurs années que je travaille vraiment sur ce sujet de l'égalité au travail, etc. Et je parle à des centaines de femmes tous les ans. Et en fait, le point commun, c'est qu'en fait, les vrais misogynes, les vrais mecs misogynes ou les vraies femmes, ils sont assez rares, en fait. Et ce qui rend la situation beaucoup plus complexe, c'est que tout ça, c'est des mécanismes plus ou moins inconscients qui font que quand tu as telle ou telle personne en face de toi, et ça fonctionne pour toutes les minorités, c'est aussi les minorités, le fait d'être noir, c'est exactement les mêmes mécanismes. C'est très, enfin, tu me diras, c'est toi qui me diras si j'ai raison ou tort, mais finalement, rencontrer des gens qui sont vraiment racistes et qui sont vraiment convaincus de théories racistes dans ta vie quotidienne, c'est peut-être pas si courant que ça. En revanche, et c'est ça qui rend le truc plus compliqué, les gens sont tous imprégnés de préjugés plus ou moins enfouis, plus ou moins inconscients quand ils voient arriver une personne noire ou, comme pour moi, quand ils voient arriver une femme dans le monde professionnel, surtout à des postes d'hommes où en fait il s'agit d'argent, de gros sous, d'influence, etc. Parce que j'avais quand même choisi un métier particulièrement alpha, quoi, on va dire. Voilà, j'étais vraiment un peu au cœur du réacteur d'une grosse banque. On parlait de grosses sommes d'argent toute la journée. Mon travail, c'était de gagner de l'argent. Donc, j'avais un résultat quotidien qui était vert ou qui était rouge. J'avais gagné, j'avais perdu. Donc, tu vois, tu étais vraiment dans une dynamique très yang, quoi, très alpha. Et donc, en fait, ça a été une grosse douche froide de prendre conscience que, en fait, le fait d'être une femme, en fait, que ça me plaise ou non, allait impacter mon parcours. Parce que le regard qu'on posait sur moi, eh ben, il était différent. Et aussi parce que moi, j'étais porteuse, et en fait, c'est là-dessus, moi, que je travaille beaucoup depuis. Moi, j'étais porteuse de choses, de freins, d'inhibitions, d'attitudes, de peur, de culpabilité, beaucoup, qui m'empêchaient, en fait, d'embrasser les règles du jeu du monde du travail. Et c'est là qu'en fait, ma réflexion a commencé, mon engagement a commencé, et qui a, quelques années plus tard, donné naissance aux règles du jeu, qui étaient en gros, les règles du jeu, si je résume, c'est tout ce que j'aurais aimé qu'on me dise, tu vois, tout ce que j'aurais aimé entendre avant de commencer à travailler, qui m'aurait fait gagner un temps fou, beaucoup d'énergie, beaucoup de matière grise, tu vois. Et ensuite, effectivement, c'est devenu un livre. Et aujourd'hui, en fait, c'est toute une mission, tu vois, militante, quoi, d'engagement en faveur des femmes au travail, de l'égalité au travail, d'aider les femmes à vraiment donner leurs mesures et on va sans doute rentrer dans le détail, mais j'allais dire de s'affranchir de leur culpabilité. C'est même pas s'affranchir, mais apprendre à cohabiter avec elles pour vraiment y aller quand même, quoi. Voilà. Et depuis, il y a un autre podcast d'ailleurs qui est sorti qui s'appelle le Starter Pack, où là, je parle davantage de femmes et d'argent, de femmes et d'investissement, parce que ça aussi, c'est un autre continent à explorer. En effet, j'ai vraiment écouté les deux podcasts. J'aime beaucoup les deux d'ailleurs, mais moi j'aurais voulu revenir parce que je suis pas certaine que mes auditrices ont bien compris. Toi, en fait, tu faisais du trading, tu étais tradeuse, c'est bien ce qu'on dit? Donc, tu étais tradeuse, donc du trading de matières premières dans une banque, donc du coup, je suppose d'investissement. Oui. En Amérique latine, et Oui. du coup c'est vraiment tout. Est-ce que déjà ça correspond à l'imaginaire que l'on se fait, c'est-à-dire des mecs qui boivent de l'alcool, qui balancent des billets? Moi j'ai vu le loup de Wall Street. Est-ce que Écoute, oui et non. En fait, donc oui, mon métier, en gros, donc moi j'étais au Brésil, j'étais à Sao Paulo dans une grosse banque brésilienne qui est un peu l'équivalent de Goldman Sachs, quoi, là-bas. Moi, je connaissais pas en arrivant, mais c'est vraiment très, très, très gros. Et en fait, je faisais du trading de matières premières. En gros, mon travail, à la fois, il se passait donc, dans la salle des marchés, un peu Loup de Wall Street, tu vois. Donc,
tu prends ce qu'on appelle des positions sur les marchés. Donc, tu prends du risque sur les marchés et tu essayes de gagner de l'argent avec ça. Et puis, tu as une autre partie que moi, j'ai adorée, qui est très propre au trading de matières premières, qui est très différent de, je ne sais pas si tu trades des taux d'intérêt, de la monnaie, enfin des actifs qui sont pas réels, disons concrets. Le fait de trader des matières premières, donc des vraies choses de la vraie vie, c'est que tu passes aussi beaucoup de temps dans les champs, dans les ports, dans les entrepôts, à parler avec des vrais gens, tu vois, avec des producteurs, avec des gens qui travaillent dans les ports, avec des gens. Donc en fait, tu es un peu dans deux mondes, tu es à cheval sur deux mondes qui n'ont rien à voir. D'ailleurs, j'en parle pas mal dans mon livre parce que moi, ça, c'est un truc qui m'a énormément enrichi, que j'ai adoré. C'est passer d'un monde à l'autre. Donc, tu as un côté très col blanc, tu vois, très effectivement un peu propre, voilà, où tu prends ton risque et machin. Et puis, tu as un côté, tu mets tes bottes et puis tu vas dans les champs. Et puis, en fait, ce que j'ai vachement aimé, c'est que paradoxalement, la plus grande misogynie, je ne l'ai pas rencontrée auprès des agriculteurs et je ne l'ai pas rencontrée auprès des gens qui travaillent dans les ports ou les entrepôts. Parce que ces gens-là, moi, mon expérience, c'est que, alors oui, la première fois qu'ils te voient arriver, ils ont une énorme valise d'idées préconçues qui leur tombent dessus en se disant, ouh là là, moi j'étais une petite blanche étrangère, je parlais pas mon portugais, il est bon, encore aujourd'hui, j'ai quand même un accent, enfin, tu vois, on voit tout de suite que je suis pas du coin, etc. Mais pour autant, c'est des gens, dès qu'ils comprennent que tu sais de quoi tu parles, que tu les prends au sérieux, que tu les respectes et que tu es là pour faire du business, tout ça, ça s'évanouit, mais dans la seconde. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des gens, s'ils comprennent que tu es là pour vraiment voilà, faire des affaires et que tu es quelqu'un de sérieux, ils se foutent éperdument de savoir d'où tu viens, que font tes parents, si tu es un garçon, une fille, etc. Là où, au contraire, dans ma salle des marchés, machin, avec plein de sous à São Paulo, là, c'était beaucoup plus compliqué. Et du coup, pour répondre à ta question en termes de culture, en fait, moi, j'ai été hyper... en fait, tu as de tout. Déjà, il faut savoir qu'au Brésil, en fait, c'est des métiers, le trading, où tu n'as pas besoin de faire d'études. En fait, c'est des métiers, comme beaucoup de métiers d'ailleurs, c'est des métiers qui s'apprennent sur le tas. Tu vois, c'est des métiers pour devenir bon. En fait, c'est que de la pratique. Ce que tu apprends, d'ailleurs, j'ai rien appris là-dessus à l'école, moi. C'est vraiment des métiers de commerce. Et puis, en fait, tous les métiers où tu prends du risque, le fait de prendre du risque, c'est pas quelque chose que tu apprends, en fait. C'est quelque chose où tu es un peu aux prises avec toi-même, avec tes biais psychologiques, ta personnalité, ta manière de gérer le risque dans telle ou telle tu vois, situation, ta capacité d'analyse. Donc, en fait, c'est vraiment de la pratique. Et ce qui fait que maintenant, ça attire beaucoup de gens qui sont très diplômés, c'est parce que tu gagnes très bien ta vie, mais à l'origine, c'est pas du tout des métiers qui attirent des gens qui ont fait des études universitaires, tu vois, c'est vraiment des commerçants. Et moi, par exemple, mon boss qui m'avait recruté, et au Brésil, c'est encore un peu comme ça, tu vois, ma génération, évidemment, voilà, c'était des gens très diplômés et tout, des Brésiliens ou des gens du monde entier d'ailleurs. Mais mon chef, qui avait l'âge de mon père, donc je sais pas, il doit avoir 65 ans aujourd'hui, et ben c'est un petit gars de rien du tout qui faisait les marchés, mais les marchés de fruits et légumes quand il avait 10 ans, qui n'a pas fait d'études et qui est juste un petit génie du commerce, tu vois. Et donc, tu fréquentes des personnalités comme ça qui sont un peu hors normes, qui se sont faits tout seuls, qui ont donc une volonté, un bagou, une personnalité. Et en fait, ce qui est génial dans ces mondes-là, c'est que tu croises aussi des gens, donc tu croises des fortes personnalités souvent, pour le meilleur et pour le pire. Et tu croises aussi, et ça, tu le vois pas dans le Loup de Wall Street, tu croises aussi des gens extraordinairement cultivés. Moi, j'ai croisé des gens qui étaient, mais un niveau intellectuel, tu as des conversations stratosphériques avec eux parce que c'est des gens touche à tout, qui s'intéressent à tout, qui sont extrêmement curieux, extrêmement cultivés et qui, voilà, et qui font ça, mais ils auraient pu faire autre chose, tu vois. Donc, tu as cette partie-là. Mais c'est sûr que je vais pas te le cacher, tu as aussi des parties très, encore une fois, très alpha parce que tu as beaucoup de testostérone là-dedans. Tu passes ton temps à essayer de maximiser tes gains. Et puis dès que tu vois, comme tu prends du risque, tu te mesures un peu à celui qui va en prendre le plus. Donc tu as quelque chose de très, enfin voilà, tu verses quand même assez vite dans un combat de coq. Bon, moi, j'étais pas du tout, c'était pas du tout mon mindset, mais forcément j'ai assisté, voilà, à ce que c'était aussi que des hommes entre eux qui peuvent aussi s'entraîner dans une certaine logique de compétition, tu vois, qui sert assez rarement le business d'ailleurs. Donc tu avais ça. Alors, il n'y avait pas de drogue là où je travaillais.
En tout cas, pas les gens avec qui je travaillais directement. Il y en avait peut-être ailleurs, mais franchement, j'ai pas vu ça. Après, c'est sûr que c'est des métiers qui te fatiguent. Moi, tu vois, j'ai fait ça 5 ans. C'est pas non plus énorme. J'étais très fatiguée à la fin. C'est des métiers, tu vois, j'ai une petite fille de 3 ans aujourd'hui. Enfin, ça aurait été complètement incompatible d'avoir une vie de famille, quoi. En même temps que enfin, je vois pas comment j'aurais pu faire parce que tu t'arrêtes jamais, jamais, jamais. Même quand les marchés ferment, en fait, voilà, t'es tout le temps un peu connecté, t'es tout le temps, pour être bon, en fait, là-dedans, il faut faut avoir tes écoutilles ouvertes un peu tout le temps parce qu'en fait, ce qui se passe au fin fond des campagnes asiatiques impacte directement ton marché. La décision que la Fed va prendre de baisser ou d'augmenter les taux d'intérêt impacte directement ton marché. Donc, en fait, il faut vraiment que tu sois, tu vois, au courant de ce qui se passe dans le monde entier en temps réel tout de suite parce que l'information, en 1 heure, elle est périmée. Donc tu as un rythme un petit peu effréné, ça c'est vrai. Tu es un peu accro à l'adrénaline quand même, ça c'est vrai. C'est sûr qu'après, repasser un job salarié plus plan-plan, c'est pas forcément une transition facile. Mais voilà, moi j'ai aussi rencontré des gens super. Je suis toujours en contact avec mes co-traders. Enfin, tu vois, je me suis quand même bien marrée, quoi. Ben écoute, moi en tout cas, j'ai conscience du cadeau que tu nous fais de nous livrer cette expérience. Pour ma part, je suis dans la finance, mais plutôt côté bancaire. Je ne sais même pas si on parle vraiment de finance ou on peut pas parler, on parle pas plus de banque et assurance parce que c'est vraiment différent. Mm. Et je regarde ça de loin. Je fais pas de spéculation, même en tant qu'investisseuse sur les marchés financiers. Je fais des investissements. On va parler de bons pères de famille parce que j'ai une vision du risque qui est assez modérée. Mm. Alors que pour moi, la spéculation, enfin voilà, faut connaître tes biais cognitifs, faut vraiment bien se connaître, faut pouvoir aussi lutter contre ses propres biais psychologiques, sa Ouais, propre personnalité. Comme tu l'as ouais. dit, moi j'ai fait venir sur mon podcast lors de la saison précédente Nicolas, un trader Mhm. qui lui il trade sur le Bitcoin, sur les crypto-monnaies. D'ailleurs, il va revenir cette année. J'aime bien, je m'entends tellement bien avec certains de mes invités qu'ils reviennent Reviennent. pour tenir au courant de qu'est-ce qui se passe. Et c'est vrai que je parle beaucoup avec des hommes qui font de l'investissement, mais moi, quand je te vois et je t'écoute parler, j'ai les yeux qui brillent parce que je me dis, Alléluia, ça fait du bien, même si ce n'est plus ton quotidien, même si Ouais. ce n'est plus quelque chose que tu fais. D'une part, tu sais de quoi tu parles. Mm. Deux, tu as vraiment été sur le terrain, tu as vraiment Mm. fait les choses. C'est hyper inspirant pour les nanas qui ont aussi envie de se lancer et qui Ouais. entendent une femme qui leur explique que non seulement c'est possible, et puis en plus, si tu es resté 5 ans, c'est que tu faisais des résultats tout à fait convenables. Donc, le genre n'influe pas sur la qualité et les Moi, performances. j'étais forte, hein. J'étais gros comme mauvaise. On était 4 traders et en gros, en performance, j'étais deuxième tout le temps et ça m'énervait beaucoup parce que, en fait, j'avais un co-trader qui, lui, avait un truc en plus. Je sais pas comment t'expliquer. Lui, mais ça m'énervait, mais je dois l'avouer, André Caldas, si tu nous écoutes, mais il était doué. Tu vois, il était objectivement, tu vois, il avait un truc en plus qui faisait qu'il avait je sais pas. Et donc, ça m'a énervé parce que il était toujours devant moi, il était toujours meilleur que moi. Et lui, on n'était pas sur le même marché, mais bon, c'était quand même proche. Donc voilà. Mais en effet, et pour rejoindre juste ce que tu disais à l'instant sur le bon père de famille, moi, ce que ça m'a enseigné aussi, et ce que j'essaie d'expliquer sur mon podcast sur l'investissement pour aussi essayer de réconcilier les femmes avec l'investissement, c'est tellement un monde en soi. Le mot investissement englobe tellement de choses différentes, de classes d'actifs différentes, de stratégies, etc. Mais en gros, c'est que pour avoir travaillé dans ce monde-là, ce que ça m'a enseigné, c'est que c'est vraiment un métier d'essayer, entre guillemets, hein, de battre le marché. Ça veut dire qu'en fait, essayer de maximiser ta performance à chaque fois est un métier qui nécessite de passer ta vie à le faire ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu passes de l'autre côté du miroir, que tu sors du marché, comme c'est mon cas aujourd'hui, mais ma stratégie d'investissement, j'ai plus du tout le mindset. Ça veut dire que moi, aujourd'hui, quand j'investis, je fais comme toi. J'ai une stratégie de bon père de famille. Je cherche même pas à essayer de maximiser. J'ai des raisonnements qui n'ont plus rien à voir. Mon raisonnement aujourd'hui, c'est de dire, OK, mon patrimoine, c'est ça. Quel profil de risque j'ai envie d'allouer à 50-80% de mon truc. À la rigueur, je garde 10% de mon patrimoine si j'ai envie de faire des trucs plus risqués. Mais tu vois, j'ai pas du tout des raisonnements de je vais acheter telle action parce que je pense que dans 1 heure ou dans une semaine, elle aura fait tel mouvement.
tu vois. Et ça, c'est un truc, en fait, accepter aussi de déléguer la gestion de son patrimoine à des gens dont c'est le métier. C'est ça, en fait, être un bon investisseur, comme toi et moi aujourd'hui, tu vois. Donc ça, c'est vrai que c'est un truc, c'est vraiment un métier et il faut pas avoir peur de se faire arnaquer quand soi-même, on n'a pas le nez dessus. Parce que c'est plus du tout le même raisonnement quand tu passes de l'autre côté, en fait. Je te rejoins complètement. C'est vrai qu'on tape beaucoup sur les banquiers, les gestions sous mandat, tout ça, Mm. parce que dans le monde de l'influence, bah, les gens ils veulent vendre leur formation, ce que je peux comprendre. Et moi d'ailleurs, ça me met un peu mal à l'aise parce que c'est vrai que bah, les banquiers, certains de leurs produits ont des frais et autres. Moi, Mm. j'étais une ancienne banquière, il y a certains produits que je me dis oui, c'est vrai que quand même, la banque pour laquelle je bossais, ils auraient pu faire des efforts. Ouais. Mais j'ai toujours tendance à me dire que mais si ton produit il est bon, tu n'as pas besoin de descendre les autres en fait. Tu vois. Ouais, Tu n'as ouais, pas ouais, non, mais c'est besoin de sûr. Enfin, rabaisser le nombre de posts LinkedIn. Oui, bon, ton banquier va me détester. Non, en fait, même il s'en fout. Tu vois, lui, lui, il fait son boulot. C'est toi qui es obsédé par ce truc-là et c'est de se dire que il y a différents profils d'investisseuses. Parce que mm. moi, je m'adresse principalement aux femmes. Il y a Ouais. des investisseuses qui vont vouloir être actives. Moi, je suis quand même assez active et il y en a qui vont pas du tout vouloir mettre le nez dedans. Et c'est pas honteux de faire appel à une gestion sous mandat, Mm. de déléguer la gestion de ton assurance vie à des professionnels. Il faut juste être conscient que ça va coûter plus cher. Potentiellement, tu peux regarder, analyser le coût des frais, mais ça fait pas de toi une mauvaise personne et ton Non, au banquier, il n'est pas contraire. là en train de... C'est son job, en fait. Exactement. Et puis, je note que, et tu dois l'avoir remarqué, enfin, tu dois le savoir très bien aussi, c'est que un des principaux freins aux investissements des femmes, c'est le temps qu'elles ont peur que ça leur prenne. Moi, pour tout vous dire, mes investissements, une fois que je les ai faits, je m'en occupe plus. Parce que là, ce que j'ai mis en place, c'est des trucs de long terme, voilà, des trucs vraiment de bon père de famille, des assurances vie, des choses plus ou moins risquées. J'en ai plusieurs des assurances vie avec des profils différents. Mais une fois que j'ai arrêté l'objectif de chacun de mes placements et le risque que j'ai envie de lui allouer, bah ça y est, moi je mets en place des virements automatiques et je les regarde plus en fait. C'est des trucs de moyen long terme et je me stresse pas du tout avec ça. Mais c'est vrai qu'en fait, quelque part, le temps plus important euh, sur lequel en fait il faut s'attarder, c'est dans le fait de trouver un conseiller qui vous inspire confiance. C'est-à-dire, ça c'est sûr que c'est peut-être là-dessus et de pas avoir le sentiment que votre conseiller il vous refourgue le truc, tu vois, le package lambda qui refourguera à tout le monde. Donc ça, je peux comprendre que ce soit désagréable pour certains et certaines de se dire non mais je vais le voir, il m'écoute pas, il est où elle d'ailleurs. Donc ça, je peux comprendre. Mais c'est vrai qu'une fois que tu as trouvé quelqu'un, un interlocuteur de confiance, bon, bah voilà, tu lui dis, moi, je gagne tant, mes objectifs, c'est ça, qu'est-ce que tu me conseilles? Et voilà, quoi. Moi, je nuancerais peut-être un peu plus, tu vois, par rapport à ton avis là-dedans, parce que déjà, oui, il y a le fait que les femmes elles manquent de temps, donc OK pour déléguer. Mais par contre, non, moi, je me bats, vraiment, je me bats pour qu'elles mettent le nez dedans quand même. C'est-à-dire que pour moi, OK, tu donnes la gestion de ton assurance vie à ton banquier, d'accord, ou CGP ou peu importe, même l'interlocuteur Mhm. que tu choisis. Mais tu fais le point tous les trimestres, là, tu t'assois et puis tu regardes, tu suis tes investissements. Parce Ouais. que potentiellement, en fonction de ton âge, ton horizon ou ton risque peut évoluer, tu vois. Mhm. En fonction de si tu décides d'ouvrir des différents contrats pour moi à 20 ans, tu peux avoir par exemple bah, une euh, tolérance au risque plus importante que quand tu as 30 ans, tu viens de te marier et faire deux enfants, tu vois. Mhm. Donc pour moi, c'est vraiment de se dire l'argument, moi je lutte même contre, ça fait peut-être pas bienveillant, mais en fait pour moi, ça correspond aussi à ce truc de construction, tu parlais tout à l'heure de construction sociétale inconsciente un peu, que comment se fait-il que les hommes gagnent plus et ont le temps de suivre, et nous les femmes qui travaillons souvent moins même, qui gagnons parfois moins d'argent, n'ayons pas ce temps. Parce qu'en fait, ce Mhm. temps-là, c'est un des épisodes même que j'avais fait, je disais dans cet épisode qu'en fait, notre temps, on le dévoue à la mère. Tu vas voir l'agenda, la grand-mère, la cousine, le Mhm. petit frère, l'oncle, le cousin. Ouais, Non, en ouais, fait, ouais. Bah oui. occupe-toi de ton argent,
t'occuper de ton argent, c'est comme quand tu t'occupes de ta peau. Tu vas tu vas dans un magasin, tu veux t'acheter un soutien-gorge, ils vont prendre la mesure là de ton tour de poitrine ou de ton tour de taille. Ah Tu ouais. veux investir, tu regardes aussi, tu fais une introspection, tu regardes tes placements, ton horizon, comment tu te sens. Et je propose des bouquins pour qu'elles prennent le temps d'écrire, de se verser un peu en Ouais. émotion. Donc, Oui, oui, non, non, je suis d'accord avec ce que tu dis, c'est-à-dire, quand je dis tu t'en occupes pas, ça veut pas dire tu t'en fous et ça veut pas dire tu délègues tout aveuglément à quelqu'un, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que ça nécessite pas d'avoir le même degré de connaissance et de compréhension et d'attention que la personne en face de toi. Moi, c'est ça, les femmes avec lesquelles je discute beaucoup, elles me disent, mais moi, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Et je leur dis, mais en fait, vous n'avez pas besoin d'y dédier tellement de temps. C'est-à-dire que le fait de mettre ton nez dedans, tu vois, de regarder les clauses, de machin, évidemment qu'il faut le faire, mais ça représente pas, c'est pas, t'as pas besoin, c'est pas comme apprendre une langue étrangère, ou tu vois, parfois j'ai l'impression que les femmes ont l'impression qu'elles doivent atteindre un niveau d'expertise équivalent à celui de leur banquier pour pouvoir investir sans se faire arnaquer, sans, tu vois. Et c'est ce truc-là, moi, que j'essaye de dédramatiser un petit peu. écoute, franchement, merci parce que je trouve que tu le fais vraiment bien. Et en plus, on est plutôt alignés sur le sujet. Donc, en effet, ça fait du bien d'entendre une femme qui parle d'oseille et qui en parle avec technicité, connaissance et puis bienveillance aussi, parce que pour moi, la bienveillance, c'est tellement important dans Mm. l'argent. Enfin, et je pense que tu vois, ça m'a rappelé un peu ton discours quand tu disais que les agriculteurs, à partir du moment où ils savaient qu'ils avaient affaire à quelqu'un de compétent, Mm. ils en avaient plus rien à faire de ta Mm. couleur de peau, tout ça, alors que les cols blancs, c'était différent. C'est parce que je pense, mais ça, ce n'est qu'un avis, pas du tout testé, mais vraiment un ressenti, c'est que j'ai l'impression que tu vas arriver dans certains écosystèmes où, en fait, quand tu es agriculteur, à un moment, il y a des trucs que tu subis, les aléas de la météo, les aléas de la vie. Enfin, et en fait, quand tu es agriculteur, ta femme, souvent, elle est agricultrice aussi, vous êtes ensemble au front, tu vois. Il y a ce truc de, on se bat pour notre argent, on construit, on est le CEO de notre propre vie. Mm. Alors que je trouve que dans les écosystèmes de col blanc, étant donné que c'est beaucoup plus intellectuel, il y a déjà ce côté de cette domination Mm. invisible liée par l'argent, liée par au statut, qui font qu'en fait, intrinsèquement, le, le pouvoir ou l'importance que l'on va t'attribuer, ça va même pas forcément se reposer sur tes compétences ni sur ce que tu fais, d'abord sur ce que tu es, sur ce que tu parais. Et si en plus, en fait, tu es plus que ce que l'on t'attribue, de par ton origine ou apparence de base, il y a un problème, Mm. il y a une inadéquation avec ce que tu dois être et ce que tu es. Et en fait, ça les renvoie eux-mêmes au fait que des fois, c'est pas toujours légitime. Tu vois, ils sont pas toujours légitimes. Et ça crée une peur qui fait que j'ai l'impression qu'on va tout faire pour te ramener à ta Mm. place, te Mm. rabaisser, te faire tu vois ce que je veux dire? Qui Ouais. fait que je pense que dans ces deux mondes-là, c'est pas les mêmes trucs qui se jouent. Donc, en fait, la peur n'est pas au même endroit. Donc, même si tu es tout autant légitime, on va tout faire pour pas que ça se voit, en fait, parce que tu peux potentiellement mettre en danger certaines personnes. Je ne sais pas si ma discussion ou mon analyse te parle. Ouais, non, c'est vachement intéressant. La peur n'est pas au même endroit, ouais. Ouais, je pense que tu touches un truc. C'est comme si quelque part les discriminations sur autre chose que sur le fond, c'était un truc un peu d'enfant gâté ou de gens qui ont l'espace mental pour le faire. Peut-être qu'il y a ça. En tout cas, ce qui est sûr, moi, ce que j'ai constaté, c'est que c'est pas les mêmes valeurs, comme on dit. Il y a quand même une histoire de valeurs. Le monde agricole, c'est un monde qui a plein de défauts et tout, mais c'est un monde qui a des valeurs très fortes. Je pense qu'on peut dire qu'au Brésil, elles ressemblent à celles que je peux connaître du monde agricole français, même si c'est quand même pas tout à fait la même chose. Et du coup, c'est vrai que du coup, les hiérarchies sociales qui existent aussi, hein, les mondes agricoles, c'est quand même vraiment des mondes où tu vois, tu te mesures aussi sur des choses qui sont pas que tes compétences, c'est pas non plus un monde d'une pureté totale, hein. T'as quand même une vraie. Mais disons qu'à partir du moment. Je pense aussi que tu as un truc, c'est que comme moi, je n'appartenais pas à ce monde, il n'y avait pas d'enjeu. Tu vois, je pense aussi que les milieux,
deviennent plus ou moins toxiques ou plus ou moins complexes, etc., quand tu es dedans. Moi, par exemple, le monde agricole, tout le monde savait que je faisais pas partie de ce monde. Donc, il n'y avait pas d'enjeu de leur côté de savoir s'ils devaient m'accepter ou pas. Moi, j'étais juste là pour faire du business. Donc, eux, ils voyaient leur intérêt. Et quand je repartais, c'était terminé. Alors que dans mon monde professionnel quotidien, là, c'était mon monde. Donc, il fallait que les gens autour acceptent de m'intégrer ou non. Et là, tu as quand même des enjeux d'une autre nature, où en fait, même quand tu rentres chez toi, en fait, t'es toujours partie prenante t'appartiens toujours à ce milieu-là. Donc, tu es obligé de jouer avec ces règles du jeu, tu es obligé de jouer, de t'adapter aux valeurs de ces gens. Tu peux pas refermer la porte dès que tu pars, en fait, puisque c'est ton quotidien, c'est ta vie et accessoirement, c'est ta vie professionnelle. Donc, ça compte, c'est très important. Donc, je pense que tu as aussi une histoire de j'appartiens ou j'appartiens pas à ce milieu. Un peu comme quand tu es touriste dans un pays, tu vois. Forcément, t'es hyper superficiel dans ton abord d'un pays que tu visites pour la première, deuxième, même troisième fois. Et puis, t'es pas accueilli dans ces pays-là, tu vois, comme si tu étais un voisin. Tu vois ce que je veux dire? Donc, les Ouais. enjeux sont pas du tout les mêmes. Donc, forcément, c'est plus simple. Tout est plus simple, en fait, quand tu n'appartiens pas au milieu en question. Donc, bon. Mais c'est intéressant, ouais. Est-ce que il y a un truc un peu d'enfant gâté, tu vois? Donc, Moi, enfin, ton analyse pour moi, elle est vraiment bonne. Elle est un peu différente de la mienne, mais pour moi, elle est presque complémentaire et elle est vraiment bonne parce qu'il y a aussi ce facteur de est-ce que j'appartiens ou est-ce que je suis partie prenante ou est-ce que je suis extérieure en fait à l'écosystème qui est présenté et dans ouais. lequel je vais jouer ou pas. Mais pour moi, il y a vraiment beaucoup ce truc d'enfant gâté. Je le vois dans le sens où, en tant que femme, et en plus, comme ça suffisait pas, je suis noire, et en plus, comme ça suffisait pas, je suis jeune. Bon, je vieillis, mais je reste quand même encore un peu jeune. Je me suis jamais définie comme une féministe, par exemple. Tu vois, Mm. parce que le féminisme, c'est obscur. Il y a plein de féminismes différents et en fonction des groupes féministes que j'ai côtoyés plus ou moins, il y avait des fois, je voyais même que c'était pas mes combats qu'on allait Mm. défendre. Donc, j'ai fini par me dire que cette casquette-là ne me convenait pas, d'autant plus que moi, j'aime bien les hommes et dans ma carrière et même dans ma vie, les gens qui ont été les plus sympas avec moi, c'était les hommes, c'était pas forcément les femmes, tu vois. Pourquoi est-ce que je me bats pour les femmes? Je pense que je me suis d'abord battue pour moi-même et après, je me suis dit, bon, bah, tant qu'à faire, autant faire profiter celles qui comprennent ce que je raconte, en fait, tu vois. Mais Mm. je me suis jamais vraiment inscrite dans un combat contre les hommes. Néanmoins, j'ai eu à parler avec beaucoup d'hommes et c'est là où je me suis rendu compte que mon discours, bien qu'il est quand même ouvert, parce que j'ai beaucoup de consoeurs qui sont clairement féministes et qui l'assument et qui n'ont même pas peur d'aller au front, tu vois, Mm. bien que mon discours soit, entre guillemets, ouvert, en fait, j'ai eu des échanges avec des hommes et c'est là que j'ai compris, mais c'est de la peur. Mm. C'est-à-dire que quand je commence à expliquer que moi, je peux dire à sa femme toutes les manières possibles et inimaginables pour qu'elle puisse être indépendante, pour qu'elle puisse s'enrichir, pour qu'elle puisse prendre soin d'elle, avec ou sans lui, Mm. mais j'ai vu les visages se décomposer. Donc, Mm. il y avait eu toute une partie où on a essayé de me convaincre que mais non, tu ne peux pas parler à madame toute seule, il faut aussi que tu donnes tout ce savoir à monsieur. J'ai dit non, 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 parce qu'en plus, madame est têtue, tu vois. Non, lui, il ne m'intéresse pas, parce que lui, il y a tout le monde qui lui parle, donc il n'a qu'à allumer BFM Business, il va voir des gens qui lui ressemblent et qui veulent lui dire des choses, tu vois. Moi, c'est elle qui m'intéresse, parce qu'elle, il n'y a personne qui lui parle. Et ça avait duré, mais une chose super longue. Et c'est là où je me suis dit, mais en fait, il est en train d'avoir peur de Mm. potentiellement perdre ses privilèges, de potentiellement perdre l'ascendant qu'il a sur elle. Il n'est pas en train de se dire que, bon, ben, si elle est en train de s'améliorer, de level up, moi aussi, il faut que je vois comment je peux me former pour que nous deux, on les... Non, non, c'est elle, il faut que moi aussi, tu me donnes, il ne faut pas qu'elle en ait plus. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Je me suis dit, mais même si elle a plus, c'est à toi aussi de peut-être négocier, argumenter pour qu'elle te transmette ce savoir. Mais tu ne vas pas la forcer et tu ne vas clairement pas me forcer, moi, à transmettre une information que déjà tout le monde, entre guillemets, te donne, tu vois. Et c'est là où je m'étais rendu compte que, OK, il y a de la peur. Ça, c'était le premier truc que j'avais identifié. Et je m'étais dit, bah, si la peur, c'est quoi? C'est on lui arrache un joujou, on lui arrache le pouvoir, on lui arrache, il va devoir se mettre en action, faire des efforts, séduire autrement, se repositionner, perdre potentiellement certains privilèges. Et là, je me suis dit, waouh, mais potentiellement, ça me dépasse en fait. Et l'autre truc aussi que je n'avais pas identifié dans mon travail,
c'est que potentiellement, j'ai une manière de travailler qui est très terre à terre. Et j'avais pas fait attention que les hommes, en fait, quand les hommes parlent d'argent, en tout cas beaucoup d'influenceurs, ils sont dans le ouais, tu vas être riche, on va gagner de l'argent, on va faire ci. Tu vois ce que je veux dire? Là où Mm. moi, des trucs hyper terre à terre, comment on s'occupe de l'argent des enfants, comment est-ce qu'on s'occupe de l'argent de la famille, si jamais tu décèdes, qu'est-ce qui se passe, comment Mm. est-ce que tu vas voir ton notaire, enfin, tu vois ce que je veux dire? Et quand j'ai commencé à regarder mes collègues masculins, je me suis Mm. rendu compte qu'en fait, il y en avait très peu qui faisaient ce travail-là de cette manière-là. Et c'est là où je me suis dit, waouh! OK, il y a encore des trucs à creuser même dans ma propre posture, tu vois? Mm. Ouais. Là, la dernière fois, je réfléchissais à un truc. Je pense que, bon, évidemment, le rapport des femmes à l'argent, c'est un sujet inépuisable, hein, et de toute manière, ça prend racine tellement loin. C'est comme un peu la manière dont on se place au travail, la manière, etc. C'est des choses, on peut remonter tellement loin pour essayer de comprendre d'où ça vient, mais euh, je pense qu'il y a quelque chose de fondamental dans le rapport à l'argent entre les hommes et les femmes, c'est que les hommes, ils sont dans la société les place à une place où leur rôle social, c'est d'être les pourvoyeurs du foyer, si je résume. C'est les breadmakers. C'est leur place sociale et ils ont de la valeur dans la société si ils arrivent, en gros, à subvenir aux besoins de leur famille. Donc, quelque part, ils ont socialement un rapport qui est objectif à l'argent, tu vois. C'est quelque chose, quelque part, qui leur est extérieur et qui est totalement dénué de culpabilité, puisque quelque part, le fait de poursuivre l'argent, quand on est un homme, dans les sociétés occidentales, on va parler que de ce qu'on côtoie là au quotidien, c'est quelque chose de bien, c'est quelque chose de valorisé, et c'est quelque chose qui fait qu'ils sont à leur place. Et évidemment, cette chose-là n'est pas vraie pour les femmes, puisque nous, notre rôle social, c'est pas du tout, a priori, à l'origine, d'être les pourvoyeuses du foyer. Ce qui fait que nous, on a un rapport beaucoup plus personnel à l'argent. C'est pour ça que nous, très vite, on retombe sur des raisonnements de est-ce que je vaux vraiment cette augmentation? Est-ce que je mérite vraiment d'avoir cet argent? Est-ce que, tu vois, ou le raisonnement que toi, tu viens d'avoir, qui consiste à, quand tu fais un raisonnement d'investissement, de penser autour de toi, aux enfants, à ce qui se passe si toi, il t'arrive un pépin, ce qui a été d'ailleurs totalement mon raisonnement, tu vois. Moi, quand j'investis, quand j'ai bâti un peu ma stratégie d'investissement, je me suis dit, bon, bah, comment je peux faire, évidemment, pour maximiser mon patrimoine, mais je me suis aussi dit, quel placement je vais mettre en place s'il m'arrive quelque chose, si je tombe malade et que je peux plus travailler, pour ma fille, pour ses études, pour machin, enfin, tu vois. Donc, c'est vrai que tu es pleine aussi de préoccupations qui ne sont pas que comment est-ce que je peux m'enrichir le plus vite et le plus possible. Et je pense qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui viennent de ça. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a des choses à déconstruire, évidemment, pour les femmes, de cette culpabilité, et qui est féminine, mais qui est aussi très culturelle, hein. La France, c'est quand même un pays qui a un rapport à l'argent quand même spécial, hein, qui est pas le cas dans tout l'Occident. Tu vois, si on compare des sociétés comparables économiquement, etc., bon, on est quand même un cas assez particulier, je trouve, dans notre rapport à l'argent. Mais il n'empêche que tu as cette chose-là qui est très différente. Et en fait, les hommes, je suis pas sûre que... Alors oui, ils sont élevés différemment par rapport à l'argent. Oui, le business, c'est des affaires d'hommes. Oui, souvent, dans les familles, ce sont les hommes qui gèrent l'argent de père en fils ou de père en fille. Mais souvent, ce que j'ai constaté, c'est que quand les pères gèrent pour leurs filles, ils gèrent pour elles et ne cherchent pas nécessairement à leur transmettre une science particulière financière. Donc, ça reste évidemment... Donc, évidemment que tout ça joue aussi. Mais je pense aussi que cette histoire d'objectivité par rapport à l'argent, c'est comme si c'était quelque chose, tu vois, il n'y a pas d'enjeu personnel de combien je vaux, est-ce que je mérite, est-ce que vraiment ce salaire reflète qui je suis, ce que j'apporte à l'entreprise, tu vois, qui sont des raisonnements beaucoup plus féminins. Je pense que c'est lié à ce rôle social des hommes, qui est que quelque part, encore une fois, bah, qui est socialement accepté, c'est qu'un homme, il pourvoit aux besoins de sa famille. Et donc, plus il pourvoit, meilleur il est, en gros. Et ce qui n'est évidemment pas du tout le cas pour les femmes. Donc, je pense que tu as ça à déconstruire un peu des deux côtés, peut-être, tu vois, ou de répartir la charge du pourvoi matériel entre les deux, tu vois.
Oui, complètement. Je suis vraiment d'accord avec toi, même si finalement, toi, tu as nuancé mon propos. Mais pour moi, tu vois, vois-tu, ça ne s'oppose pas. C'est-à-dire que même Non, si il pourvoit, moi, j'ai surtout vu beaucoup d'hommes considérer, en fait, attribuer leur valeur, en fait, tu vois. Là où les femmes vont se poser des questions. Parce que pour moi, tu vois, c'est même pas que ce côté familial où la femme va prendre soin. J'ai l'impression que intrinsèquement, je ne sais pas d'où ça sort, les femmes sont plus touchées par le syndrome de l'imposteur. Donc, indépendamment du salaire, même si tu leur donnes un travail avec une forte charge à la fois mentale, des responsabilités et une grande importance, elles vont se mhm, poser beaucoup plus de questions là où un homme, il va se dire, c'est normal. Tu c'est vois, vrai, et c'est vrai. parfois même, il a pas forcément les compétences. Et pour moi aussi, du coup, maintenant, je travaille dans un monde d'hommes. Et en plus, à l'origine, j'avais commencé en tant que développeuse. J'étais dans une équipe de développement. Il faut Mhm, savoir que j'avais passé 1 an là-dedans. J'avais fait un BTS, j'avais fait un master, j'avais fait une certification américaine de Product Owner. Tout ça en 1 an. Et j'étais là en train d'accepter toutes les missions. mhm, Euh, et moi, j'avais mes collègues qui n'avaient même pas fait tout ça, mais qui demandaient les mêmes, si ce n'est plus, d'augmentation financière. Et quand je les regardais, parce qu'il y a un moment, je me disais quand même, mais c'est un peu abusé, moi j'en fais plus, pourquoi il veut la même chose que moi? Mais il m'expliquait que c'est normal, en fait, il les vaut. Et en fait, j'avais dû réfléchir que pourquoi moi, j'ai l'impression d'en faire autant. Et il y a en plus le truc de quand tu es noir, de toutes les manières, tu as intégré le truc de oui, quand tu es noir, tu dois en faire plus. Tu dois en faire plus. C'est-à-dire que pour un boulot où on te demande un BTS, toi, tu dois arriver avec un master. mhm. C'est comme si tu as une espèce de charge, Ouais, une charge de ta couleur de peau que tu dois compenser, tu vois. ouais, Donc, complètement. tu vois, c'est vraiment, ça nous dépasse, mais c'est quelque chose que l'on constate. Et in fine, dans la société, ça fait que quand nous, on est là, en tout cas, moi, je parle vraiment pour moi, je suis en train de me battre pour prendre ma place, être payée à ma juste valeur, et que je suis en date, ou même quand je rencontre d'autres hommes qui aient une relation, ou pas de relation, ou même professionnelle, tout de suite, il y a un truc où ils ont peur, en fait. Je me dis, mais je suis en train de lui faire peur. Bah non, en fait. Et ouais, Mhm, comme tu dis, il faut déconstruire. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner dans le mhm. futur. Mais ça va être un gros job. Ouais, ouais, ouais. Mais oui, oui, je te rejoins. Évidemment que du côté des femmes, il y a. Mais en fait, ce que moi j'essaie de faire à travers mon travail pour l'égalité, c'est En fait, moi, je cherche pas. euh, Tu vois, là, tu parlais du syndrome de l'imposteur ou de la bonne élève. En fait, toutes ces choses qui nous entravent au travail, que moi je connais très bien. Enfin, j'ai évidemment été confrontée à tout ça et je le suis encore au quotidien. Enfin, et en fait, un jour, j'ai eu une espèce d'épiphanie parce que tu vois, ça faisait déjà plusieurs années que je travaille là-dessus et je sors d'un talk avec un groupe de femmes et je me disais, mais c'est quand même dingue ce syndrome de l'imposteur parce que c'est identifié et nommé depuis les années 70. Le syndrome de l'imposteur, ça a été théorisé par des chercheuses américaines genre en 72 ou 73. Donc c'est très très vieux quand même. Enfin, c'est très très vieux. C'est quand même assez vieux, tu vois. C'est ultra clairement défini. Tout le monde sait maintenant, enfin beaucoup de gens savent quand même de quoi il retourne. Il y a énormément de femmes qui sont même capables de l'identifier en temps réel. Tu vois, c'est-à-dire elles sont au travail dans une situation, elles réagissent d'une certaine manière, elles se disent ah bah voilà, là je suis victime de mon syndrome de l'imposteur. Donc c'est quand même un niveau d'identification du truc qui est hyper poussé. Et je me dis mais comment se fait-il qu'avec tout ça on en soit encore là? C'est-à-dire qu'en fait normalement le fait d'arriver à nommer les choses, les identifier, ça te permet de t'en défaire. Là non. Là, il y a quand même un paradoxe avec le syndrome de l'imposteur qui est que limite, plus tu le nommes et plus tu l'apprivoises et plus tu le reconnais. Et en fait, ça ne bouge pas, ça empire pas, mais tu n'arrives pas à t'en défaire pour autant. Et je me suis dit, mais comment ça se fait? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et en fait, c'est là que j'ai compris que je pense que la clé de l'histoire avec toutes ces inhibitions, c'est de surtout pas chercher à s'en défaire. C'est de chercher à comprendre comment cohabiter avec. Et surtout, se familiariser avec l'idée que quand on est une femme, dès qu'on cherche à s'affirmer de quelque manière que ce soit, dès qu'on dit tu vois, je veux plus d'argent, je veux cette opportunité, je vaux, ou quand on dit non, non, je veux pas, je suis pas disponible à ce moment-là, ou quand on met des limites, ce qui est une autre manière de dire eh ben, on est dans la transgression. On désobéit toujours à l'image que notre environnement se fait de ce qu'une femme doit être.
en fait. Quand tu es dans l'affirmation de toi, et je trouve qu'au travail, c'est encore décuplé, mais et avec l'argent, n'en parlons pas, toi c'est ton sujet, une femme qui dit je veux gagner de l'argent, une femme qui va voir son banquier et qui dit je veux faire mon placement, je suis aux commandes, etc., c'est la transgression maximale. Parce qu'en fait, ça contrevient à toutes les représentations sociales, encore une fois plus ou moins conscientes, etc., de ce qu'une femme est censée être. Une femme, c'est la domesticité, c'est la douceur, c'est le don de soi, c'est les autres en premier. Voilà, c'est tout sauf la poursuite de son destin personnel, de son ambition personnelle, de ses désirs. Le désir féminin, on pourra en parler des heures aussi, dans tous les sens du terme. Donc tu es toujours dans la transgression. Et en fait, je pense que la clé de tout ça, encore une fois, c'est de ne pas chercher à s'affranchir. Tu vois, parfois, quand je discute, la dernière fois, il y a une femme en plus d'un certain âge qui me dit, mais comment on sait qu'on a atteint un niveau de légitimité suffisant pour s'autoriser à? Je dis, mais en fait, ce jour, il arrive jamais. C'est une erreur de croire qu'un jour, tu vas te réveiller et te dire, ah là, tu vois, j'ai vraiment coché toutes les cases. J'ai enfin acquis la légitimité à laquelle j'aspire depuis tant d'années. Ni les diplômes, ni l'expérience, ni même la validation des gens autour de toi. Oui, tu gagnes en confiance quand même. Le temps, tu vois, on vieillit, etc. Donc, le temps est quand même de notre côté. Mais n'empêche que ce fond de doute, d'imposteur, de machin, mais il restera toujours. Et donc, la clé, encore une fois, pour moi, c'est pas d'essayer de se débarrasser de ces choses-là, c'est d'accepter l'inconfort de la transgression. C'est d'accepter, sans attendre de se sentir parfaitement légitime, confortable, etc., d'accepter que oui, ça va nous coûter d'aller demander une augmentation, ça va nous coûter de défendre notre travail, ça va nous coûter d'assumer, de vouloir gagner de l'argent avec nos investissements, etc. Et que oui, on s'expose, dans certains cas, à des réactions désobligeantes, on s'expose au rejet de certaines personnes, à la moquerie ou je sais pas quoi. Donc, il y a un risque là-dedans, ce qui est un sujet que j'aime beaucoup, décidément, le risque, mais il y a toujours un risque à s'affirmer quand on est une femme, mais quelque part, c'est le seul chemin possible. Parce que c'est une illusion de penser qu'un jour, tous les nuages auront disparu, que notre légitimité sera acquise, qu'on aura en face de nous les bons interlocuteurs qui vont jamais nous renvoyer de choses négatives ou jamais remettre en cause le fait qu'on soit là, alors soit parce qu'on est une femme, soit parce qu'on est une femme noire, ce qui évidemment complexifie beaucoup les choses. Enfin, tu peux aussi rajouter, en fait, plus tu rajoutes des minorités, plus le cas est complexe. Enfin voilà. Donc, ce jour-là, j'espère qu'il arrivera. Moi, je travaille à ça, mais je veux dire, je pense pas qu'il faille vivre en l'attendant. Je pense qu'il faut accepter l'inconfort de s'affirmer quand on est une femme, de pas sacrifier sa vie et son épanouissement individuel, tu vois, pour la paix sociale que ça nous accorde, parce que je pense qu'au final, ça, c'est vraiment la pire des erreurs, en fait. C'est le pire des sacrifices, je pense. Et d'ailleurs, quand on a des enfants, je pense que enfin, moi, c'est un peu ce que je me dis, tu vois, c'est que j'essaye aussi d'éduquer ma fille par l'exemple. C'est-à-dire, je me dis que quelque part, le fait qu'elle voit qu'elle est une mère qui travaille, qui fait un peu ce qu'elle veut, dans la mesure, tu vois, c'est quelque part le meilleur exemple que je puisse lui donner, tu vois. Plutôt que de me dire, j'arrête de travailler pour me sacrifier pour elle. C'est vrai que, enfin, je sais pas, c'est le choix que j'ai fait, moi, en tout cas, mais... C'est marrant ce que tu dis parce que du coup, tu as mis un point sur plein de sujets qui ont résonné en moi. Déjà, sur le syndrome de l'imposteur, en effet, je l'avais cité, entre autres, le syndrome de la bonne élève. Et tout comme toi, j'accompagne des femmes entrepreneurs. Et en fait, dans mon groupe, elles étaient nombreuses à me dire, oui, mais Vanessa, franchement, tu fais plein de trucs, tu as l'air super sûre de toi. Pourtant, je le dis, hein, que j'ai dû travailler sur ma confiance en moi. En plus, quand tu te fais quitter par ton ex, qui te met dehors, ton ex-associé se barre aussi et te dit que ça va pas. Enfin, il y a un moment, ta confiance en toi, elle a attaqué à tort ou à raison, tu vois. Et à aucun moment, je me suis arrêtée. J'ai toujours continué de travailler et d'avancer. Et en fait, je leur disais que je leur donnais des outils de développement personnel, comment prendre du recul, appliquer le modèle de Brooke, faire la gratitude, tout ça, pour les aider en fait à se sentir mieux, tu vois, parce que je leur disais, mais je ne suis pas certaine qu'il y ait une vraie réponse. Et en tout cas, si moi, je prenais mon exemple à moi, et finalement, toi, tu le confirmes avec tes mots, c'est que moi, j'ai le syndrome de l'imposteur, mais tout le temps, à Tous les un jours. moment. Mais oui, et en fait, les gens, Oui. les gens, ils pensent que oui, parce que tu parles sur les réseaux, truc. Non, j'ai beau me former, j'ai beau avoir fait un master en finance, 7 ans en tant que banquière, à chaque fois que je parle d'argent, je vais vérifier 20 fois mes sources.
Et ça m'a forcé, en fait, moi, surtout quand je me suis retrouvée toute seule, où la question s'est posée de est-ce que je continue, est-ce que je continue pas, de non, en fait, tu prends ta place, même si tu as peur, bah, tu fais quand même, même si Voilà. tu vois ce que je veux dire, et c'est de se dire que, Voilà. Tu vois, tu as dit le mot. C'est quand même. En fait, tu ouais, vois, c'est pour ça que moi, à chaque fois que je vois un événement qui dit il faut oser, il faut oser. Mais ça veut rien dire de dire aux gens il faut oser. Il faut oser quand même, en fait. Il faut oser malgré ta peur, malgré ton inconfort, malgré tes doutes. Parce qu'en fait, il faut oser, je trouve que c'est des phrases qui induisent les gens en erreur et ça m'énerve parce que souvent, tu vois, quand tu vois des trucs autour des femmes, etc., c'est des phrases toutes faites comme ça. Je dis, mais les gens, ils sont complètement désemparés quand tu leur dis ça parce qu'il faut oser, mais justement, ils sont paralysés par la peur souvent. Et en fait, le fait de comprendre que, tu vois, ben voilà, ça c'est un super témoignage. Je dis, mais moi j'ai peur tous les jours quand je fais des trucs sur les réseaux, etc. Bah, je suis pas certaine que les gens aient conscience de ça, tu vois. Et en fait, le syndrome de l'imposteur, tu vis avec malgré tout. oui, oui, et il disparaît. Je ne sais pas si un jour vraiment il disparaît, ou peut-être, je pense il va s'atténuer avec le temps. Et Oui, je le pense que dernier c'est sujet sur lequel moi j'aurais voulu rebondir aussi, parce que tu parles de il faut oser, je suis comme toi, ça m'énerve quand je vois ces gens qui disent il suffit d'oser, il faut passer à l'action, il faut arrêter de procrastiner. C'est un truc aussi que j'ai identifié dans mon groupe de travail, c'est en fait les mécanismes d'autosabotage. Et je pense, et pour moi là, tu viens de me donner une réponse, parce que j'étais en train de réfléchir sur le sujet. Pourquoi les femmes s'auto-sabotent sans cesse, tout le temps, avec l'argent, en dehors de l'argent, quand elles créent des boîtes. Dans mon groupe une fille qui m'explique qu'elle est entrepreneur dans le milieu afro. Et en fait, tous les business qu'elle a fait, enfin, tous les événements auxquels elle a fait, elle a participé. Comme par hasard, cette année, ils ont tous été annulés. Mais il y en a eu plein des événements afro, il y a eu Natural Air Academy, il y a eu plein d'événements qui ont cartonné dans Paris. Je lui dis, mais je t'ai vu dans aucun de ces événements, qu'est-ce qui s'est passé? Et elle me dit, oui, mais je ne comprends pas, le jour de Natural Air Academy, je me sentais mal, j'étais dans mon lit. Et c'est là où je lui dis, mais c'est là que tu dois identifier en fait. Tu as des mécanismes d'auto-sabotage. Même si tu te dis que tu vas oser, quand tu procrastines, tu t'auto-sabotes. Et en fait, c'est tout ce truc-là que, en fait, il y a beaucoup de femmes qui, en plus d'avoir tous les syndromes de l'imposteur, de la bonne élève, de trucs, parce que en fait, elles ont peur du succès, parce que ça n'est pas, elles n'ont pas forcément de référentiel ou d'image de femmes qui ont du succès, elles vont s'auto-saboter sans savoir, et quand en plus elles vont lire des phrases du il faut oser, tu dois passer à l'action, il te faut truc, machin, elles vont se dire, oh, je suis nulle. Alors qu'en fait, non, Voilà. il faut identifier, déjà, il faut te regarder agir, voir tous les mécanismes d'auto-sabotage, tous les trucs que tu as plantés dans l'année, t'asseoir avec toi-même et les noter et réfléchir en fait. Et souvent, je pense que c'est le premier pas pour enclencher une autre dynamique. Je ne sais pas ce que… Ouais, ouais. Ben ouais, ouais, complètement. C'est clair, mais c'est vrai, au final, les gens souvent sont paralysés par la peur. Et tu sais, c'est comme les gens qui vont vraiment mal et tout, et à qui tu dis, mais allez, secoue-toi. En fait, c'est pas ça le mécanisme, c'est pas ça le chemin, en fait. Donc oui, souvent, je pense que les gens, ils ont peur de… En fait, on réagit souvent par nos peurs, quoi. Tu vois? Et c'est vrai que bah, la procrastination, oui, c'est de la peur. Souvent, c'est clair. Ouais. Et du coup, je voulais te demander un dernier conseil avant de clôturer du coup cet échange. Est-ce que si tu avais 3 conseils à donner aux femmes sur la gestion de leur carrière dans un environnement masculin, Hmm. quels seraient-ils? Alors, euh, le premier, c'est de s'assurer de savoir pourquoi elles sont là et de vouloir être là. Moi, je sais par exemple que j'ai vraiment désiré mon job de trader. C'était mon rêve. Je suis allée le chercher, hein. Le Brésil, j'y suis allée, j'avais rien, j'ai pris un aller simple, je parlais pas la langue, j'avais pas de job. Enfin, tu vois, je suis vraiment allée chercher mon job qui me faisait rêver à ce moment-là. Et c'est ce qui a fait que je suis restée, malgré les challenges, tu vois, malgré le fait, franchement, la première année, elle a été dure, hein. Et ce qui a fait que je me suis accrochée et que j'ai trouvé les réponses aux situations qui donc sont devenues les règles du jeu que j'ai réussi à formuler quand même un peu plus tard, c'est parce que j'adorais mon métier. Et en fait, que tu bosses dans un milieu masculin ou pas masculin d'ailleurs, je pense que ça, c'est la
pour gérer sa carrière, comme on dit, c'est la toute première question. Et se souvenir aussi que là, on change. Ça veut dire que, tu vois, par exemple, moi, la définition du succès que je pouvais avoir quand j'ai commencé, donc à 25 ans, eh ben, elle a complètement changé aujourd'hui. C'est pour ça, d'ailleurs, que je suis plus au même endroit. Donc, s'octroyer aussi la possibilité d'évoluer et voilà, de s'assurer qu'on est toujours en ligne avec son moteur, en fait, et qu'on n'est pas à tel endroit parce que on répond aux aspirations de quelqu'un d'autre, ou on est là un peu par hasard parce qu'on ne s'est pas posé les bonnes questions, etc. Ça paraît peut-être un peu évident, mais je trouve que, enfin voilà, moi, je pense que c'est quand même le nerf de la guerre d'être sûr d'être là où on est parce qu'on en a vraiment envie. Et ça revient en fait à ce qu'on disait juste avant sur le vrai désir pour les femmes. C'est pas si simple quand on est une femme de vraiment suivre son désir. Moi, si tu savais, quand j'ai dit que je voulais faire du trading de matières premières, mais tout ce que je me suis pris de commentaires, entre les commentaires sceptiques, narquois, décourageants, les gens, ils comprenaient même pas. Mais voilà, parce qu'à la fois, c'était un peu en dehors du truc un peu classique, voilà. Et en même temps, c'était un truc un peu, pas interdit, mais clairement, c'était pas pour les femmes. Donc, il faut quand même un peu de courage et de détermination pour suivre ses désirs quand on est une femme. Donc, on en revient à ce que je disais juste avant. Et ensuite, un autre conseil qui me vient à l'esprit, mais beaucoup plus général, mais je pense, c'est un truc que tu as un peu dit et je suis tellement d'accord avec ça, c'est que il y a quand même un truc qui guérit de tout, je trouve, de beaucoup de ces syndromes, c'est le fait de rester en mouvement, de faire des trucs quand même, tu vois, d'être toujours en train d'essayer, tu vois, d'être en action, de pas rester immobile, surtout quand on sent qu'on perd un peu le nord, tu vois, qu'on sait plus trop ce qu'on veut dans la vie. Il y a des phases aussi, hein. Parfois, on sait exactement ce qu'on veut, on a des objectifs très clairs et finalement, c'est les périodes les plus simples. Et puis après, on peut traverser plusieurs mois, plusieurs années où on sait même plus ce qu'on veut. On sait qu'on n'est pas satisfait de ce qu'on a, mais on sait même plus ce qu'on veut. Et en fait, je trouve que dans ces moments-là, rester en action, rencontrer des gens, en fait. Euh, Tu vois, quand tu es un peu perdu dans ta vie, et ben en fait, tu repères des gens. Et c'est tellement simple en plus aujourd'hui, on a quand même la chance de pouvoir contacter les gens tellement facilement. Tu repères des gens, mais sur LinkedIn, sur les réseaux qui t'inspirent, t'envoies un message, tu prends un café, garder ses écoutilles ouverts, fréquenter des gens de milieux différents, d'âges différents, de pays différents. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. En fait, je discute avec les gens, j'adore discuter avec les gens, et en fait, c'est comme ça que je phosphore, c'est comme ça que j'avance, et c'est comme ça que tu te laisses pas happer par l'inertie, et c'est pour ça que tu gardes aussi tes horizons ouverts, parce que parfois, le monde du travail, il t'enferme, tu vois. Tu as l'impression que ta vie, elle se résume à ton petit bureau, avec ta petite chaise et ton ordinateur, et tes trois collègues qui te font chier, et ton chef, et machin, alors qu'en fait, le monde est tellement vaste. Et donc, ça, c'est vraiment un conseil, tu vois, surtout dans les phases où il y a un truc d'inertie comme ça qui te pèse et tout, rencontrer des gens. Te forcer vraiment à aller voilà, et contacter des gens qui t'inspirent. Il y a toujours des gens qui nous inspirent dans notre écosystème. Encore une fois, ça peut être des gens beaucoup plus vieux, beaucoup plus jeunes, peu importe. Et aller au contact de... Je lisais un truc là récemment, qui disait ça? D'écouter en fait nos obsessions. Parfois, on développe un intérêt, tu sais pas d'où ça sort pour l'activité de quelqu'un ou pour le travail de quelqu'un d'autre, ou je sais pas. Et on se met à suivre cette personne, de toujours suivre nos obsessions. C'est pas obligé d'être une obsession, mais tu sais, un intérêt un peu comme ça qui sort de toujours suivre ces trucs-là et d'essayer de creuser, de lire là-dessus, de rencontrer les gens, etc. Donc ça, moi, je trouve que c'est un conseil très concret, très facile à mettre en place pour garder ses écoutilles ouvertes, tu vois. Et le troisième conseil, bah, de bien comprendre les règles du jeu et de s'autoriser à les mettre en place. Et en fait, moi, le travail que j'ai fait avec les règles du jeu, donc qui traite de tout ce que moi j'ai appris, qui fait que tu peux vraiment bien naviguer au travail et mettre toutes les chances de ton côté. Tout le travail que j'ai cherché à faire, c'est vraiment de donner des conseils ultra concrets et applicables pour tout le monde. Tu sais, parce que parfois, on se dit, non, mais moi, j'ai une personnalité plutôt introvertie, je suis plutôt timide, j'ai pas confiance en moi, donc valoriser mon travail, je sais pas faire, réseauter, j'ai horreur de ça, mon chef, ceci, cela. Et en fait, ce que j'ai essayé de déconstruire dans le podcast, dans le livre, etc., c'est toutes ces idées préconçues pour vraiment faire comprendre aux gens que c'est des petits trucs accessibles à absolument tout le monde. C'est pas du tout réservé à une forme d'élite, tu vois, qui aurait énormément confiance en elle ou que sais-je, pas du tout. Donc, bien comprendre les règles du jeu, s'assurer de les mettre en place, c'est mettre toutes les chances de son côté au travail, quoi. Bah, écoute, je te remercie pour ces conseils et juste avant de clôturer, moi j'avais envie d'abonder en ton sens parce que
Pour le coup, la dernière fois, j'ai enregistré avec Nina Ramen, qui est donc copywriter et qui a beaucoup d'années d'expérience, en tout cas bien plus que moi, sur la partie business. Par rapport à elle, elle est dans le game parisien depuis bien plus longtemps que moi. Mhm. J'ai changé aussi avec Dorit Naon, qui, un peu dans le même style sur LinkedIn, croise pas mal de chefs d'entreprise. Et en fait, je parle de ces deux-là parce que c'est vraiment deux pôles différents, tu vois, deux manières de communiquer qui sont différentes, même si je les connais pas personnellement, enfin, je les connais pas très, très bien les unes des autres. C'est juste vraiment de l'extérieur et de l'aspect professionnel dont je parle. Et en fait, je me rendais compte que finalement, j'en étais arrivée à échanger avec elle, et puis avec toi, et puis avec plein d'autres personnes aussi, alors que moi, j'avais pas les codes, en fait. J'ai fait exactement, en fait, j'ai appliqué, et je me demande si c'est pas parce qu'il y a ce truc-là que, tu sais, quand tu consommes un contenu, il s'infuse dans ta tête, et en fait, ça mûrit, ça mature. Je ne sais pas comment ça se passe, et naturellement, tu mets en place des choses. C'est que, en fait, tu as digéré le contenu et tu ne t'en rends même plus compte, tu vois. Ouais. Parce que pour le coup, moi, je sais pertinemment, et je le dis toujours dans mon storytelling ou pas, parce que cette histoire de storytelling, c'est encore toute une histoire à bien Oui. comprendre pour moi, c'est que je n'avais pas les codes de par là où je suis née, de là où j'ai vécu, de là où j'ai étudié. Et même quand j'ai débarqué dans le monde de l'influence, je n'en avais aucun des codes. Mhm. Par contre, je me suis mise à faire des choses petit à petit, et en fait, je me rends compte que c'est très certainement ton podcast et d'autres lectures en fait qui m'ont poussée en fait à toujours, quoi qu'il advienne, être dans l'action. Peu importe mes troubles, parce que moi j'ai des troubles de dyslexie, dysorthographie, dyscalculie. Je ne sais pas à quel point c'est profond, à quel point c'est difficile, mais en tout cas, ça ne m'a jamais empêché de mener une carrière professionnelle correcte, que ce soit dans la finance ou dans l'informatique, parce que je me suis toujours battue, j'ai toujours fait des efforts, j'ai toujours aussi communiqué assez humblement sur mes faiblesses, et je me suis concentrée sur mes points forts. Et après, j'ai su trouver les personnes en fait qui pouvaient m'aider à valoriser en fait les éléments où j'avais quelques manquements, on va dire, et ça m'a aidé à faire ce que je fais et à avancer. Donc, c'est hyper puissant ce que tu dis quand tu dis que même si tu ne sais pas quoi faire, reste en mouvement, va parler aux gens. Les gens te diront quoi faire. Ouais, exactement. Mm. Merci beaucoup, Clara. Je te propose donc de finir ce podcast. Merci Eh ben, beaucoup d'être merci à venue. toi pour ton invitation, c'était super. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si tu l'as apprécié, n'hésite pas à le partager à ton entourage. Si tu souhaites me soutenir, laisse-moi 5 étoiles sur les plateformes de diffusion et viens me parler, cela me fera très plaisir. Pose-moi des questions, laisse-moi des commentaires, ainsi j'aborderai des thématiques qui te concernent directement. Tu peux me retrouver sur mon site web, Instagram, ainsi que toutes les semaines via ma newsletter. Au plaisir de te retrouver pour de nouveaux épisodes. À bientôt. Bisous.